Bonjour, cette semaine dans Cap Amérique, nouveau débat télévisé côté démocrate à 5 jours de la primaire dans l'État de New York. L'écart entre les deux candidats se réduit, le challenger Bernie Sanders gagne du terrain sur Hillary Clinton. À suivre aussi l'état d'urgence décrété dans une communauté d'Amérindiens en Ontario. Une vague de suicides inquiète les autorités canadiennes. Et puis on fera un tour de l'actualité en Amérique latine avec les femmes politiques, vous le verrez au premier plan cette semaine. Et d'abord, les dernières nouvelles de la course à la Maison-Blanche. Il y croit dur comme fer. Bernie Sanders, le candidat à l'investiture démocrate, vient de remporter sa 7e victoire d'affilée face à Hillary Clinton. C'était samedi dans le Wyoming. Les regards se tournent à présent vers New York, prochaine étape des primaires. L'État dont l'ex-sénatrice partait largement favorite il y a encore quelques semaines. Mais là aussi, Bernie Sanders est en train de refaire son retard dans les sondages. Il faut dire que lui, contrairement à Hillary, c'est un vrai enfant du pays. Il vient de Brooklyn et ne manque pas de le faire savoir. Reportage sur les traces du candidat, c'est signé Jessica Lemazurier et Emmanuel Saint-Martin. Bernie Sanders est de retour chez lui. Le candidat démocrate a grandi ici à Brooklyn dans cet immeuble du quartier modeste de Millwood, appartement 2C. Son accent est de Brooklyn, ses idées politiques aussi, dit-il. C'est en grandissant ici que j'ai appris la principale leçon de ma vie sur l'économie. Il y a des millions d'Américains aujourd'hui qui luttent jour après jour pour prendre soin de leur famille. Et notre travail dans cette campagne est de créer une économie qui fonctionne pour tous, pas seulement pour le 1% le plus riche. Sénateur Sanders est le fils cadet d'une famille de juifs immigrés de Pologne. À 2 pas de son immeuble, l'école qu'il fréquenta. Brian, 16 ans, est ravi du parcours de celui qui la précéda de près de 60 ans. Ce serait formidable d'avoir un président qui est allé à la même école que moi. Il est adorable, il me rappelle mon grand-père. Steve Slavin, ancien camarade d'école et d'université, se souvient d'un jeune Bernie doté d'un profond sens de la justice. Il disait qu'il détestait voir les plus grands embêter les petits. Et maintenant qu'il se présente, il est vraiment le candidat des petits. Il était excellent en course de fond, et c'est le propre des coureurs de fond, ils n'abandonnent jamais, ils vont jusqu'au bout, ils finissent la course coûte que coûte. Il va finir la course. Sanders était un des meilleurs coureurs de la région dans sa jeunesse. Plus d'un demi-siècle après, son endurance politique surprend encore l'Amérique. À l'autre bout du spectre, il y a ces riches Américains qui réclament à l'État de New York de relever leurs impôts. Non, vous ne rêvez pas. Il faut dire que le taux moyen d'imposition pour les plus riches est tombé à moins de 8%, un point bas qui, pour beaucoup d'analystes, explique les inégalités croissantes à New York comme ailleurs. C'est l'une des villes les plus riches au monde. New York compte 380 000 millionnaires résidents pour une fortune totale estimée à 250 milliards d'euros. Une richesse qui ne profite que trop peu aux services publics de la ville, à tel point qu'une partie des plus riches voudrait payer plus d'impôts. Well, hello. Come in. Lindsay n'aime pas étaler ses millions. Elle vit dans un appartement tout simple de New York. On possède tout le bâtiment à Brooklyn, dans un très beau quartier. Un immeuble estimé à 2,5 millions d'euros. Et ce n'est qu'une de ses propriétés. Elle possède aussi un ranch. À 2 avec son mari architecte, ils perçoivent chaque année au moins 1 million d'euros. Ils aimeraient bien en faire profiter la collectivité. Oui, je fais partie des 1% les plus riches, mais je ne me rendais pas compte que je faisais partie des 1% les plus riches. Et ce qui m'a horrifiée, c'est de me rendre compte qu'il ne fallait pas gagner tant que ça pour en faire partie. Elle fait partie des signataires de cette lettre adressée au gouverneur de l'État de New York. Avec elle, le descendant de la famille Rockefeller, grand bâtisseur des États-Unis, Abigail Disney, héritière de la famille du même nom, ou encore Dal Lamagna. Un millionnaire qui a fait fortune dans l'industrie
et qui supplie les politiques d'augmenter les prélèvements d'impôts. Je vous demande de taxer les gens qui gagnent 1 million ou plus. Si mes impôts augmentent de 1 ou 2%, ça ne va pas changer ma vie. Je pense, en revanche, j'espère que pour d'autres, ça fera une grosse différence. Aux États-Unis, les plus riches ne payent que 7,65% d'impôts sur un revenu supérieur à 600 000 euros. Ils veulent passer à 9% et ne supportent plus l'écart grandissant entre fortunés et démunis. Tous ces gens qui me tiennent la porte, à la banque ou au restaurant, comment pourrais-je leur dire que je n'ai pas d'argent? Bien sûr que je dois leur donner quelque chose. Cette proposition a été initiée par de grands de la finance, convaincus qu'un redémarrage de l'économie passe par une meilleure redistribution. L'extrême concentration des revenus fait ralentir la croissance économique. Parce qu'il y a très peu de gens qui possèdent la majorité des revenus et du coup, comme ils n'ont plus besoin de tout cet argent, ils ne le dépensent pas. S'il y a un début de prise de conscience chez certains des plus riches, il faut savoir qu'on peut être millionnaire et échapper à l'impôt grâce au jeu des déductions fiscales ou des placements à l'étranger et de façon tout à fait légale. On estime même qu'un quart des millionnaires de cette ville échappent totalement à l'impôt. Près d'une centaine de tentatives de suicide en un an. 11 pour la seule journée du 2 avril. C'est la tragédie qui frappe une communauté d'Amérindiens au Canada. Un désespoir qui s'explique notamment par la faiblesse du niveau de vie. Ottawa a dépêché des médecins et psychologues sur place. J'aimerais savoir ce qu'il se passe. Si seulement je pouvais lire dans leurs pensées. Un message de détresse du chef Bruce Chichèche. En 7 mois, il a recensé une centaine de tentatives de suicide dans sa communauté d'environ 2000 personnes. Un groupe de soutien a même été créé sur Facebook. Bonjour à tous, je m'appelle Talon Ukimau. Je suis presque sûr que vous connaissez des personnes de notre communauté qui ont tenté de se suicider. Le suicide n'est pas la réponse. Et pourtant, une jeune fille de 13 ans a mis fin à ses jours. C'est la seule personne décédée pour le moment. Je ne veux pas qu'elle soit morte en vain. Je veux que sa mort compte. Qu'elle soit un exemple pour les autres enfants, qu'ils ne traversent pas ce par quoi elle est passée. Mais pourquoi les habitants de la communauté d'Attawapiskat, principalement ces jeunes, tentent-ils de se suicider? Il y a d'abord la surpopulation. Sous chaque toit vivent entre 14 et 15 personnes. Il y a aussi le chômage et l'isolement géographique. Lorsque vous n'avez pas accès aux mêmes choses que le reste du monde, que ce soit à l'emploi, à une bonne éducation, aux plus belles choses de la vie, quand vous ne pouvez pas avoir ça alors que vous en mourrez d'envie, vous vous sentez laissé de côté. Un autre facteur est à prendre en compte, l'affaire des pensionnats autochtones. De 1820 à 1996, des milliers d'enfants ont été retirés de leur famille pour être envoyés de force dans ces écoles religieuses. Ils y ont subi de multiples abus, des traumatismes qui ont traversé les générations. Le chef de la communauté a donc déclaré l'état d'urgence, un cri d'alerte qui semble avoir été entendu par le gouvernement canadien. Nous mettons en œuvre un certain nombre de mesures pour arriver à régler le problème. En plus de l'équipe déjà sur place, 2 agents de santé mentale ont été envoyés dans la communauté. Des actes qui arrivent tard pour certains membres de l'opposition. Ces 2 derniers mois, les tentatives de suicide se sont accélérées. 28 en mars, 11 depuis le début du mois d'avril. Le plus jeune n'avait que 11 ans. Si ces enfants n'étaient pas des autochtones, tous les moyens seraient déployés dans leurs écoles. Mais comme ce sont des autochtones, eh bien, vous prenez un ticket et vous faites la queue. Sur Twitter, le Premier ministre Justin Trudeau s'est dit profondément préoccupé par cette affaire. Il vient de débloquer plus de 4 milliards de dollars pour venir en aide aux communautés autochtones du pays. Fortune diverse cette semaine pour les dirigeantes sud-américaines. Il y a eu d'abord le sourire au Pérou de Keiko Fujimori, la fille de l'ancien président, s'est qualifiée pour le second tour de la présidentielle. Les ennuis judiciaires qui continuent en Argentine pour l'ex-présidente Cristina Kirchner. Et puis au Brésil, Dilma Rousseff qui s'approche un peu plus d'une possible destitution. C'est l'actualité de la semaine résumée en images par Mounia Kassem. S'il y avait encore un doute sur le fait que c'est un coup d'État, une farce et une trahison, maintenant il n'y en a plus.
Rien ne va plus pour Dilma Rousseff. Une commission parlementaire a donné son feu vert à la poursuite du processus de destitution de la présidente brésilienne. Prochaine étape, la Chambre des députés. Un vote est prévu en fin de semaine. Le bras de fer est donc engagé entre les pros et les anti-Rousseff. Et mauvaise nouvelle pour la présidente. Le parti progressiste, jusqu'alors son allié, appelle désormais à voter en faveur de sa destitution. En attendant, le vice-président brésilien, lui, se voit déjà au pouvoir. Michel Temer a accidentellement fait fuiter un message audio dans lequel il prononce son discours à la nation en cas de départ forcé de Dilma Rousseff. Cristina Kirchner rattrapée par la justice. L'ex-présidente argentine est mise en cause dans une affaire financière. Convoquée par un juge, elle a quitté son fief de Patagonie pour se rendre lundi à Buenos Aires. Et même si officiellement elle s'est retirée de la vie politique, Cristina Kirchner sait mobiliser ses partisans en cas de besoin. Un comité d'accueil de plusieurs milliers de personnes l'a ainsi acclamé à son arrivée. Des fidèles qui ont poursuivi leur rassemblement devant le tribunal de la capitale lors de l'audition de l'ancienne présidente, avec toujours ce slogan « On ne touche pas à Cristina ». Au Pérou, Keiko Fujimori a le sourire. La candidate à l'élection présidentielle s'est qualifiée pour le second tour du scrutin, prévu en juin. Mais Keiko Fujimori devra d'abord convaincre un pays encore divisé sur l'héritage de son père. Dictateur pour les uns, homme de la relance économique pour les autres, l'ex-président Alberto Fujimori est aujourd'hui derrière les barreaux. Malgré les inquiétudes d'une partie de la population péruvienne, sa fille Keiko est favorite. Elle a reconnu certaines erreurs commises par l'ancien président. Keiko Fujimori plaide aujourd'hui pour la réconciliation. C'est une star du basket qui s'en va. Kobe Bryant met un point final à sa carrière. Dernier match à Los Angeles avec ses Lakers. Après 5 titres NBA, 2 sacres olympiques et ses 18 participations au All-Star Game, l'occasion d'inscrire son nom dans la légende, aux côtés de ceux de Magic Johnson et Michael Jordan, les idoles de sa jeunesse. Et c'est ainsi que s'achève ce numéro de Cap Amérique. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez avec nous. L'info continue sur France 24.